Bonjour à tous, le tennis est de retour dans la radio 100% live de WeSport. Time Break est de retour, nous allons évidemment parler de l'Open d'Australie qui va commencer dans la nuit de dimanche à lundi en France. Avant ça, on va refaire un petit bilan sur tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de Melbourne. Pas mal de choses à dire, hein. En tout cas, voilà, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble pour discuter tennis. C'est un très grand plaisir, en tout cas pour moi ce soir, d'être parmi vous. Et j'ai deux chroniqueurs qui sont avec moi ce soir. Grégoire Alain. Bonsoir Grégoire. Salut Charlotte, bonsoir à tous. Et Émeric Lorbert. Salut Émeric. Salut Charlotte, content d'être avec vous. Alors, petite précision, nous enregistrons cette émission samedi soir. Hein, donc, du coup, on ne connaît pas encore l'issue des finales qui se jouent à Melbourne demain, donc ce dimanche. Voilà, donc juste petite précision, du coup, c'est normal, on n'est pas Madame Irma, on ne connaît pas encore l'issue des finales. Donc le programme du jour, du soir, on va revenir déjà dans un premier temps sur tout ce qui s'est passé au niveau des tournois ATP, WTA et ATP Cup. Voilà, c'est des joueurs qu'on a pu observer, qui sont en forme, ceux qui sont en rendez-vous, ceux qui ont déçu, etc., etc. On fera ensuite nos pronostics sur l'Open d'Australie. On reviendra sur le tableau masculin et féminin. On parlera aussi un petit peu des Français et des Françaises. Et enfin, pour terminer cette émission, on vous proposera un petit débat sur le retour de Bianca Andreescu. Puisque vous le savez, la Canadienne fait son grand retour à la compétition. Elle n'avait plus joué depuis quasiment c'est 15 mois, je crois. Donc voilà, c'est une des joueuses qu'il faudra évidemment suivre. Et donc du coup, on s'est dit que ça serait plutôt sympa de parler de ce retour. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a vu énormément de tennis cette semaine à Melbourne. Donc, je vous le rappelle, il y a 6 tournois qui se sont joués cette semaine. 3 tournois WTA, 2 tournois ATP et l'ATP Cup. Donc, au niveau des tournois WTA, alors, donc, au niveau des noms, c'est un peu particulier parce c'était la petite nouveauté. Donc, il y avait le Gippsland Trophy, où on a pu retrouver des joueuses comme Mertens, par exemple. Il y a également le Yarra Valley Classic avec Muguruza et Barty, donc qui sont toutes les deux en finale. Et le troisième tournoi WTA, le Grand Pions Trophy. Donc celui-là, c'est un troisième tournoi qui a été rajouté pour les joueuses qui ont été en quarantaine stricte parce qu'elles étaient considérées comme cas contact. Donc ce tournoi-là n'a pas été à son terme puisque les instances ont tout simplement décidé qu'il n'y aurait pas de finale. Voilà. Donc comme quoi les matchs nuls au tennis ça existe, c'est assez rare pour être souligné. Du côté de l'ATP, donc évidemment il y a l'ATP Cup, on va pas présenter la compétition, vous la connaissez, et 2 tournois ATP 250, le Murray River Open, avec notamment Evans et Auger-Aliassime en finale, et le Great Ocean Road Open, avec une finale 100% italienne entre Sinner et Travaglia. Eh bien écoutez, on va commencer par la WTA si vous le voulez bien. On a pu observer un peu les favorites de l'Open d'Australie qui ont semblé plutôt en forme. Moi, je voudrais attirer votre attention notamment sur quelques joueuses qui ont fait forte impression. Alors, il y avait notamment la Belge Elise Mertens, là qui est en finale du tournoi, et qui a montré un niveau de jeu plutôt impressionnant. Grégoire, est-ce que tu as pu suivre un peu le parcours de la Belge sur ce tournoi-là ? Ouais, bien sûr, comme tu l'as dit, c'est une des joueuses qui a le plus impressionné cette semaine. On la connaît, Elise Mertens, hein, la Belge qui est toujours très solide. C'est pas la plus impressionnante à regarder jouer, mais c'est toujours très régulier. Je trouve qu'elle a particulièrement bien servi cette semaine. Elle a été, comme souvent, très solide à l'échange. Elle a battu Elina Svitolina, qui elle aussi sortait d'une semaine avec pas mal de bons matchs dans les pattes, face à Petkovic ou Ostapenko notamment. C'est une joueuse qui a joué aussi contre Caroline Garcia, que tu connais bien et que tu suis beaucoup, Charlotte. Oui. Et c'est vrai que c'est une rencontre pareille où Caroline Garcia a franchement fait plutôt un match correct, mais où Tout à Elise fait. Mertens a su être très efficace sur les
les moments importants et je pense que c'est vraiment aussi une de ses forces, bien savoir, gérer les temps faibles et les moments où c'est peut-être un peu plus compliqué, où l'adversaire joue un peu mieux. Comme je l'ai dit, au début, elle sert très bien et c'est ce qui lui permet d'être, cette nuit, du coup, en finale contre Kaya Kanepi, en ayant profité du forfait de Naomi Osaka. Oui, Kanepi qui est un peu la petite surprise de ce tournoi. Donc effectivement, il y avait également Naomi Osaka alignée dans ce tableau. Naomi Osaka, bon, qui a fait forfait, mais très honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir vis-à-vis de la japonaise. Je pense que comme Serena, comme Azarenka, c'est plutôt un forfait par prévention, dans le but de pas trop se fatiguer avant l'Open d'Australie où elle fait quand même partie des favorites. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le niveau de jeu était vraiment très très bon sur ce tournoi-là. Il y a eu, comme tu dis, des rencontres assez plaisantes, notamment entre Elise Mertens et Caroline Garcia. Alors je dis ça vraiment en toute objectivité, hein, comme toujours. Svitolina qui était aussi présente, éliminée donc par la Belge, comme tu viens de le signaler. Donc voilà. Du côté du Yara Valley classique, donc là on a Muguruza Barty en finale. Donc là c'est vraiment une finale de choc hein, pour un tournoi WTA 500 puisque les tournois WTA ont été renommés. Muguruza que j'ai trouvé impressionnante. Elle a collé des 6-0, des 6-1, des 6-2 à tout le monde pendant toute la semaine. Emric, est-ce que tu as pu suivre un petit peu le parcours de l'Espagnol? Et si oui, qu'est-ce que tu as pu penser du niveau de jeu de Muguruza cette semaine? J'ai un peu pu suivre ça et j'ai quand même été très impressionné des victoires éclatantes qu'elle a eues contre certaines joueuses comme Pavlyuchenkova, qui est une joueuse du top 20, du top 30 qui a toujours été solide toutes ces années. Elle lui a collé un 6-1, 6-2. Elle a Kenin aussi. On sentait qu'elle était en mission face à Kenin pour la revanche de la finale de l'Open d'Australie de l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut dire? Juste qu'elle est parfaitement affûtée à quelques jours de la compétition. Elle a la meilleure préparation possible et je la vois bien faire un quart de finale, voire une demi-finale. Bah, et encore mieux peut-être, mais je la vois sûrement minimum en quart de finale à l'Open d'Australie. Après, la WTA est pleine de surprises. Oui, tout à fait. Je pense que Grégoire sera d'accord. Hein. Muguruza, clairement, c'est la joueuse, je pense peut-être la plus en forme de cette semaine à Melbourne. Ah bah, je l'ai trouvé, absolument, exceptionnel. Honnêtement, je l'ai rarement vu jouer à un niveau comme ça. Alors après, encore une fois, c'est des tournois de préparation, c'est des premiers matchs, mais même pour une vainqueur de Grand Chelem, j'avoue qu'elle m'a franchement impressionné. Je l'ai rarement vu jouer comme ça, peut-être à l'exception de ses titres à Roland-Garros et à Wimbledon, mais c'est vrai que, comme l'a dit Emric, elle est très affûtée, elle sert très bien, elle réalise beaucoup de coups gagnants, comme elle en a l'habitude, elle colle à sa ligne de fond de cours pour être très agressive. Maintenant, il y a toujours cette incertitude un peu avec Garbini et Muguruza de savoir si physiquement et mentalement ça va tenir à la distance. On sait qu'elle a l'habitude ces derniers mois de faire pas mal de contre-performances, d'avoir des petits temps faibles au niveau de son mental. Ça peut vite déchanter du côté de Muguruza, mais c'est clair que si elle conserve ce niveau de jeu et qu'elle parvient à rééditer ce genre de performance qu'on a pu voir contre Kenin, contre Vondrousova la nuit dernière, ça va être très très intéressant à suivre. Et son quart de finale théorique face à Naomi Osaka, ou son huitième de finale, je crois, est déjà dans toutes les têtes. Oui, 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 tout à fait. Et il y avait également deux autres joueuses donc assez intéressantes à suivre, hein, évidemment, donc dans ce tableau-là. Serena Williams, qui a semblé aussi assez en forme. Bon, elle a fait forfait, elle devait jouer normalement en demi-finale, il me semble, si je me trompe pas, contre Barty. Elle a déclaré forfait. Alors, je pense que pour Serena, il n'y a aucun doute à avoir. Elle se prépare clairement pour l'Open d'Australie, mais elle a fait plutôt bonne impression. Et puis, évidemment, donc Ashley Barty, hein, comme je viens de la citer, qui faisait aussi son grand retour à la compétition. Elle n'avait pas joué depuis un bon petit moment. Et Barty qui a également rassuré sur son niveau et son état de forme après cette longue période de coupure.
Donc globalement, je trouve que cette semaine de préparation a été plutôt intéressante puisqu'on a pu vraiment jauger le niveau de jeu des favorites. Il n'y a pas eu de grosses surprises, en tout cas chez les filles. Alors il y a eu des forfaits, hein. Il y a Azarenka également qui a déclaré forfait, mais voilà, encore une fois, c'est pas étonnant dans la mesure où l'Open d'Australie démarre dans 2 jours. Elles ont toute eu une période de quarantaine de 15 jours où elles n'ont pas pu s'entraîner comme elles le font d'habitude. Donc forcément, dans ce cas-là, on se doute bien qu'elles n'ont pas envie de trop pousser sur la machine avant un grand chelem. Je sais pas si vous avez envie de revenir sur une autre joueuse sur les tableaux féminins ou si on peut passer au... Oui, moi peut-être une petite mention à Yelena Ostapenko, Oui. qui a fait aussi une semaine assez intéressante. On la connaît de toute manière, la lettonne, hein, c'est un peu tout ou rien en règle générale. Je trouve que cette semaine, elle a vraiment réussi à être constante. Elle n'est pas passée loin de la victoire contre Elina Svitolina. Donc voilà, je pense que c'était juste nécessaire de faire un petit retour là-dessus. C'est pour moi peut-être une potentielle surprise à Melbourne. Bon, bien sûr, il va suffire que je dise ça pour qu'elle perde au premier tour. Mais voilà, c'est vrai qu'elle est dans la partie de tableau haute avec notamment une Elise Mertens ou une Ashley Barty. Donc ça peut faire son petit bonhomme de chemin si elle parvient à être aussi constante que lors de cette semaine, lors de l'Open d'Australie. Oui, après c'est vrai qu'Ostapenko, c'est un peu la pluie ou le beau temps, hein. On sait jamais trop comment on va la retrouver, donc bon, si toutes les planètes sont alignées pour elle, effectivement, elle a peut-être une petite carte à jouer. Aymeric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le tableau féminin? Ah oui, j'avais quand même une petite remarque sur Alexandrova qui a quand même Ouais, j'allais dire pareil. balayé Swiatek et Alep en 2 jours. 6-1, 6-2, je crois, contre 6-2, 6-1 contre Alep et 6-2, 6-2 contre Swiatek. Donc c'est quand même pas anodin. Enfin, donc ce sera intéressant de la suivre elle aussi en Australie. Chose Oui, que je découvre honnêtement. oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Simona Alep, il me semble justement d'ailleurs qu'elle était un peu blessée. Alors, j'ai pas vu son dernier match, mais apparemment, elle était pas en très très grande forme. Donc, bah, j'espère en tout cas qu'on la Après, retrouvera. Alexandrova était franchement impressionnante hein, contre Simona Alep. Les coups gagnants pleuvaient un peu partout aux quatre coins du court. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Et puis même Alexandrova qui a perdu en demi-finale contre Kanepi a aussi fait un très bon match. Après Kaya Kanepi a l'expérience hein, de ce genre de rencontre. D'ailleurs, c'est sa première finale sur le circuit depuis 2013. Donc c'est plutôt pas trop mal pour cette coupeuse de tête du circuit qui a l'habitude parfois de créer la sensation face à des joueuses très bien classées. Mais ouais, je rejoins Emeric et Alexandrova aussi. Belle satisfaction cette semaine. Parfait. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant aux 2 tournois ATP 250. Donc, Excuse-moi Charlotte, oui. je suis désolé de te couper, mais je voulais juste parce que tu parlais d'Alep et d'une potentielle blessure. Une potentielle douleur, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit chez pas mal de joueurs à cause de la quarantaine. Pas mal de petites douleurs, peut-être dues à en fait, pas avoir beaucoup bougé pendant 14-15 jours. Donc, je sais pas si c'est propre à Alep ou propre à pas mal de. Je pense qu'il est propre à pas mal de joueurs et de joueuses. Oui, bah, c'est sûr que les organismes risquent d'être un peu éprouvés, hein. C'est pas des conditions normales pour eux, donc forcément, on peut peut-être s'attendre à avoir pas mal de bobos au début de l'Open d'Australie. Pardon. Parfait. Eh ben, écoutez, on va passer direct aux 2 tournois ATP 250 du coup. Alors sur ces 2 tournois-là, on a eu notamment 2 Français qui étaient en forme, Corentin Moutet et Jérémy Chardy. Alors malheureusement, ils se sont tous les 2 fait éliminer en demi-finale. Donc là, je parle de l'ATP Murray River Open, hein, excusez-moi, j'ai pas précisé. Donc du coup, cette finale qui va se jouer entre Daniel Evans et Félix Auger-Aliassime. D'ailleurs, Auger-Aliassime qui joue sa 7e finale sur le circuit, il vise donc son premier titre en carrière, tout simplement. Donc souhaitons-lui de la réussite, puisqu'on sait que pour l'instant, au final, il a pas mal de difficultés. Grégoire, qu'est-ce que tu peux dire globalement sur ce tournoi-là ?
Que je suis déjà très content pour Jérémy Chardy, qui puisse jouer un peu au tennis avant son premier tour de l'Open d'Australie qu'il attend contre Novak Djokovic. Oui. C'est une très bonne chose. En plus, il fait franchement une grosse semaine. Il bat des adversaires comme Gilles Simon, comme Taylor Fritz, comme Marin Cilic. Incroyable premier match d'ailleurs cette semaine face aux Croates, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais c'est vrai qu'il sauve des balles de match, donc c'est toujours bien de sortir de rencontres comme celle-ci. Et après, Coco Moutet, fidèle à ce qu'il sait faire, hein, à savoir comment je pourrais exprimer ça? Bricoler. Bricoler, on sait qu'il est très fort dans les matchs un peu décousus, qui réussit souvent à tirer son épingle du jeu. Il n'est pas très puissant, on le sait, mais avec sa patte de gaucher, il cherche souvent à la meilleure manière de prendre son coup droit. Il varie pas mal aussi à l'instar d'Hugo Gaston avec son revers. Donc c'est vrai que ça reste prometteur. Il a battu Grigor Dimitrov. Bon, malheureusement, c'est pas passé face à Félix Auger-Aliassime. Ça met encore en lumière les quelques lacunes qu'a Corentin, à savoir un déficit de puissance et peut-être un manque de constance dans certaines situations et face à certains types d'adversaires. Mais en tout cas, c'est prometteur pour les Français qui font 2 demi-finales, même si malheureusement, ils n'ont pas su exister lors de celle-ci. Oui, tout à fait. On va revenir un petit peu sur Félix Auger-Aliassime, si vous le voulez bien. Alors, Aymeric, je sais que toi, tu adores le tennis canadien. Tu suis beaucoup les 2 joueurs canadiens, dont un dont on ne citera pas le nom. Mais voilà, Félix Auger-Aliassime, je sais que c'est un joueur que tu apprécies aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de sa semaine là qui vient de se passer? Extrêmement solide parce que je me posais des questions. Je rappelle juste qu'il s'était séparé de Guillaume Marx, un de ses deux coachs, et qu'il avait conservé Frédéric Fontan. Et j'attendais beaucoup de voir comment ça allait se passer. Et je pense que pour une semaine de préparation à l'Australie, j'ai été plus que, je pense qu'on a été plus que réjouis et gâtés. J'ai vu encore une fois une paire face à Coco Moutet, il a été impérial. Je pense que je pense que cette fois, il est sur la bonne semaine pour gagner son premier titre parce que sur les autres finales, il avait quand même affronté des adversaires qui étaient bien mieux classés que lui. Là, il a plus un adversaire à sa portée. Je pense que c'est la bonne et c'est que de bon augure pour la suite de la saison. Il va peut-être même retrouver son meilleur classement, enfin, proche de son meilleur classement. S'il gagne demain, il sera 18e. Donc, franchement, dans le jeu, je vais revenir sur le jeu. Les coups, il est toujours aussi solide en coup droit comme en revers. Tout est au beau fixe pour Félix. Eh ben, souhaitons-lui en tout cas de gagner enfin son premier titre ATP. Je sais qu'au sein de la rédaction tennis de WeSports, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Donc je pense que ça fera vraiment plaisir à tout le monde s'il gagne enfin son premier titre. Euh, Francophone, évidemment. oui, au niveau de l'autre tournoi ATP 250 donc, qui se jouait cette semaine à Melbourne, donc c'est le Great Ocean Road Open, nous avons une finale 100% italienne entre Sinner et Travaglia. Alors Yannick Sinner qui continue de nous épater hein, très clairement le jeune italien. Bon, les matchs, on en parlera un petit peu plus tard évidemment pour nos tableaux de l'Open d'Australie, mais il a vraiment une carte à jouer, ce joueur-là. Mais il sort quand même d'une semaine plutôt intensive. Grégoire, encore une fois, je vais te demander ce que tu as pu penser de ce joueur-là cette semaine. Yannick Sinner, on a l'habitude en fait maintenant de ces jeunes Italiens Mm. qui soient très solides sur les fondamentaux, qu'ils fassent très peu de contre-performances et qu'il soit toujours au rendez-vous. Il a une longueur de balle qui est vraiment intéressante, ce qui empêche ses adversaires, notamment des têtes d'affiche comme Kachanov, qui ont l'habitude et qui affectionnent le fait de pouvoir rapidement rentrer dans le terrain pour faire mal à l'adversaire. Avec le style de jeu de Yannick Sinner, c'est vraiment pas souvent possible pour ce type de joueur. Donc c'est vrai que c'est compliqué contre cet adversaire de mettre son jeu en place et il fait à merveille déjouer tous les adversaires qu'il a affrontés depuis des mois et des mois. On se peut se souvenir de son match contre Rafael Nadal hein, qui a été très intéressant à Roland Garros en quart de finale. Maintenant, cette semaine, encore une fois, il bat des adversaires de calibre hein, comme Karen Khachanov par exemple cette nuit. Mm. Il gagne des matchs serrés, au mental, au forceps, parce que Khachanov a eu des balles de match, encore une fois, cette nuit. Et là, il va jouer Travaglia, qui est un de ses compatriotes, qui est un modeste adversaire, j'ai envie de dire, par rapport à ceux qu'il a eu l'opportunité de rencontrer jusqu'ici. Mais il faudra s'en méfier, en tout cas,
de Stefano Travaglia qui a battu des joueurs comme Sam Querrey, Alexander Bublik ou Hurkacz cette semaine. Mais encore une fois, Jannik Sinner qui ne déçoit pas et qui sera évidemment favori de cette finale. Exactement. Emric? Bah, Sinner, en fait, j'ai encore du mal à trouver en fait ses faiblesses en fait tellement il m'épate, tellement il dégage une sérénité qui est je sais pas si vous voyez, il est tellement calme, il dégage une sérénité, jamais de vagues, il a l'air complètement naturellement concentré sur sa progression, sur son tennis, Grégoire l'a dit, longueur de balle, voilà, longueur de balle monstrueuse, revers, revers très solide, très agressif. C'est oui, voilà, je ne, j'ai encore du mal à trouver ses faiblesses. Déjà très régulier, il va peut-être gagner son deuxième titre d'affilée, si je me trompe pas, ouais, d'affilée. Je pense que bon, peu importe ce qui lui arrive au premier tour de l'Australie, il aura pris 250 points ATP dans sa progression au classement. Là où il faut faire un quart de finale minimum en Grand Chelem en Australie. J'adore ce joueur, je suis complètement fan de sa mentalité, de tout. Il a le parcours et la mentalité d'un futur très grand. Voilà. Ouais, bah écoutez, je pense que vous avez très bien résumé, en tout cas le cas de Yannick Sinner, et je rejoins vos avis. Je pense que c'est un joueur qui a un très beau futur devant lui, en tout cas. Bah écoutez, sans transition, maintenant on va passer à l'ATP Cup, qui était quand même le grand événement ATP de cette semaine, avec notamment en finale l'Italie. Clairement l'invité surprise de cette finale, on la voyait pas trop aller à ce stade-là de la compétition. On a notamment vu un joueur particulièrement en forme, Matteo Berrettini, et un Fognini qui était malgré tout au rendez-vous. Par contre, alors énorme déception avec l'équipe de France. Malheureusement, c'était un peu on s'en doutait, voilà, on se doutait bien que Benoît Paire, après ses 15 jours enfermé dans sa chambre d'hôtel, ça n'allait pas être la grande forme. On l'a vite vu, excusez-moi, sur le terrain. Et Gaël Monfils qui a semblé aussi pas vraiment dans ses chaussettes. Donc vraiment grosse déception avec l'équipe de France, parce que finalement les deux seuls qui ont tenu la route, c'était Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin. Deux joueurs quand même de 37 et 39 ans. Donc voilà, l'équipe de France repose sur deux joueurs qui ont quasiment 40 ans. C'est peut-être un petit peu inquiétant. C'est pas la question du jour, mais voilà. Et donc une finale entre l'Italie et la Russie, avec la Russie du coup de Medvedev et Roublev. Grégoire, qu'est-ce que tu as pu retenir de cette ATP Cup? Pas mal de choses. Déjà, la déception, encore une fois, d'avoir des protagonistes en équipe de France qui viennent pour faire les touristes. Voilà, je vais être un peu dur dans mes propos, mais c'est vrai que je trouve ça assez scandaleux de pouvoir rendre cette copie-là quand tu défends le maillot de l'équipe de France. Alors quand tu es sur le circuit pour ta pomme, c'est autre chose. Je vais parler un peu vulgairement, mais parce que c'est vrai que ça m'énerve. C'est un manque de respect pour l'institution, enfin l'institution, j'entends le pays bien évidemment, pour l'équipe, pour les spectateurs qui sont devant leur télé, pour les diffuseurs qui payent et qui se démènent pour offrir une couverture de qualité à l'événement. C'est vrai que la prestation d'un Benoît Paire m'insupporte encore une fois. C'est un garçon peut-être qui est très attachant, qui a peut-être eu des conditions assez difficiles de quarantaine. Maintenant, il y a un minimum de professionnalisme à avoir quand on se présente sur un court de tennis pour ces raisons-là. Et ces Surtout quand on conditions n'étaient défend le pas drapeau. réunies. Exactement, donc Mm. c'est vrai que c'est assez dommageable. Et au contraire, c'est assez louable de voir comment un Nicolas Mahut à 40 ans il va de sa petite performance face à Denis Novak contre l'Autriche et remporte le double derrière avec Edouard Roger-Vasselin. Donc c'est pas inquiétant de voir que l'équipe de France repose sur des joueurs de 40 ans, parce que pour moi elle repose pas sur des joueurs comme Benoît Paire. Peut-être un peu plus Gaël Monfils, même si lui les problèmes étaient tout autres. C'est vrai qu'il y a un changement d'entraîneur, il y a un changement de structure et on a un peu besoin de remettre en ordre tout cela. Ça prend un peu de temps, donc je serais peut-être un peu moins critique avec Gaël Monfils, même si je trouve dommage qu'il n'ait pas joué contre l'Autriche, soi-disant pour s'entraîner plus, sauf qu'il a été le premier à dire qu'il avait
qui est un peu nerveux lors de sa rencontre face à Matteo Berrettini. Et pour cela, il n'y a que les matchs qui permettent de progresser de ce point de vue-là. Bon, après, même si évidemment, je n'ai pas la prétention de savoir mieux que Gaël, mon fils, ce qu'il a besoin de faire, mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu dommageable et on peut revenir un peu là-dessus. Sinon, pour parler d'autre chose que de l'équipe de France, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire de positif, on a pu voir des joueurs comme Alexander Zverev, comme Stefano Tsitsipas ou comme Matteo Berrettini développer vraiment du bon tennis, être très agressif, même si Zverev, à l'instar de ce qu'on peut voir de lui à certains moments, est assez irrégulier, que ce soit au service ou dans le jeu. Il peut tantôt très bien servir, être très agressif et d'une minute à l'autre presque reculer et être assez neutre et passif. Matteo Berrettini a été assez exceptionnel. Il a porté son équipe. Bah, il a battu Dominic Thiem, Gaël Monfils et Roberto Bautista, l'Espagnol qui a été assez décevant d'ailleurs cette semaine, je trouve. Mais voilà, c'est une surprise de retrouver l'Italie en finale sur le papier, mais ça ne l'est pas du tout sur la semaine. Pareil, hein, Fabio Fognini qui a commencé vraiment, comment dire, gentiment, on va dire, face à Denis Novak. Il a fait vraiment une mauvaise prestation. Il n'était pas dedans, mais il a su vraiment se remettre dedans par la suite, presque grâce à Benoît Paire, j'ai envie de dire. Ça lui a sans doute donné un peu de confiance pour la suite. Mais voilà, cette équipe d'Italie qui n'a pas volé sa place, tout comme cette équipe de Russie qui, de toute manière, était encore plus avec le forfait de Nadal pour l'Espagne, l'équipe la mieux armée pour l'emporter ou au moins pour se retrouver en finale cette nuit. Oui, tout à fait. Alors justement, tu viens de le dire, Rafael Nadal qui était donc forfait pour cette ATP Cup. On reviendra dessus juste un tout petit peu plus tard du coup. Emric, pour toi, Italie-Russie, qui l'emporte? Je vais miser sur, je vais pas surprendre, mais je vais miser sur la Russie, la solidité, Ouais. Roublev, Fognini. Je pense que André, en dehors des 10 meilleurs mondiaux, est largement supérieur au reste de la meute. Et un Danil Medvedev qui, pour moi, pourrait avoir des difficultés sur le premier set face à un Berrettini en feu, comme l'a dit Grégoire. Mais on connaît Danil, il a une telle capacité à s'adapter tactiquement, à renverser les matchs que je le vois, je le vois supérieur, donc je miserais sur un 2-0 pour la Russie. Très bien. Eh ben écoutez, en tout cas, je trouve que, comme au niveau des tournois WTA, grâce à cette ATP Cup, on a pu vraiment voir un petit peu le niveau de jeu des favoris juste avant cet Open d'Australie. Et globalement, pour moi, y a rien à dire, hormis donc Rafael Nadal qui a fait forfait. Je pense plus pour se préserver avant le début du Grand Chelem. On a vu que tous les joueurs, que ce soit Djokovic, Medvedev, Dominic Thiem, ils étaient tous présents. Donc voilà, pas d'inquiétude en tout cas sur les favoris. Je pense Pas qu'on a... d'inquiétude, juste, Oui, ouais, si on peut dire un mot de Dominic Thiem ou de Dani Medvedev, on peut pas dire qu'ils aient fait leur meilleure semaine. Il y a eu du déchet quand même à signaler, mais maintenant c'est clair que, comme tu l'as dit, c'est tout sauf inquiétant. C'est une semaine de reprise, c'est une oui. semaine de rodage surtout. Donc voilà, on va pas commencer à s'inquiéter inutilement pour ces joueurs-là, même s'il y a pu avoir des petits passages de match un peu plus compliqués. Oui, pas de grosses défaillances en tout cas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut maintenant, après ce beau résumé de cette semaine de tournoi, passer donc à nos projections sur l'Open d'Australie. Alors, on va commencer par le tableau masculin. Alors, qui va succéder à Novak Djokovic? Le Serbe lui-même, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal, bref, il y a énormément de prétendants pour le titre. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que chacun donne ses pronostics et explique pourquoi ce choix. Et ben, Grégoire, pour toi, qui va remporter l'Open d'Australie 2021? Alors déjà, moi, je veux pas beaucoup de surprises en première semaine. Globalement, en huitième de finale, je vois à peu près toutes les têtes de série de base. Il y aura peut-être une ou deux surprises, mais globalement, je pense que ça ne devrait pas chambouler le tableau. Après, forcément, c'est compliqué de sortir un nom. Si je devais parler avec le cœur, entre guillemets, je dirais Rafael Nadal. Si je devais parler avec la raison, je dirais peut-être un peu plus Daniil Medvedev.
car je me dis que dans une année comme celle-ci, un peu où on n'a pas beaucoup de repères, où il y a la fatigue accumulée, où il y a plein de facteurs assez spécifiques qui rentrent en ligne de compte, le tirage au sort aussi. Et bah, Daniil Medvedev pourrait et a déjà prouvé par le passé qu'il était capable de tirer son épingle du jeu dans un contexte comme celui-ci. Novak Djokovic et Dominic Thiem vont a priori s'affronter en demi-finale si la logique est respectée, ce qui fait que ces deux joueurs devront affronter bah, du coup leurs concurrents directs qui sont Djokovic pour Thiem et Thiem pour Djokovic, puis Daniil Medvedev ou Rafael Nadal. Et je pense que cet enchaînement-là pourrait vraiment être compliqué à gérer, d'autant plus que, comme on l'a dit juste avant, ils sont peut-être pas à leur meilleur niveau, ce qui est normal hein, au vu des circonstances. Mais voilà, un Daniil Medvedev, je trouve, est peut-être celui qui est le mieux armé pour tirer son épingle du jeu en n'étant pas à son meilleur niveau. C'est-à-dire que les matchs peuvent être décousus, il peut y avoir des moments de moins bien, comme ça a été le cas cette nuit face à Zverev par exemple. Mais il a quand même su serrer le jeu au moment où il l'a fallu, bien servir et faire jouer son adversaire quand cela a été nécessaire, sans faire de fautes directes. Voilà, sans faire grand-chose, mais en restant très solide du fond du court. Je pense que Daniil Medvedev a les cartes, en tout cas a les armes et a sa carte à jouer dans cet Open d'Australie pour aller au bout, pourquoi pas. Surtout qu'il a un bon tirage. Bon, il a Roublev en quart de finale, mais c'est vrai que c'est un adversaire qu'il connaît vraiment bien. Et je ne vois pas Andrei Roublev, malgré toutes les qualités qu'il a, bousculer Daniil Medvedev. Et après, bah, il y a cette demi-finale théorique face à Rafael Nadal ou Stefanos Tsitsipas, ou pourquoi pas Matteo Berrettini, qui sera, je pense, peut-être son match le plus compliqué. Reste à voir dans quel état de forme et physique se présente Rafael Nadal lors de cette quinzaine australienne. À noter d'ailleurs une particularité que les joueurs ont soulevée, les courses sont très rapides cette année à Melbourne. Donc forcément, ça va en faire profiter certains, très certainement. En tout cas, moi, je suis vraiment de ton avis concernant Daniil Medvedev. En plus, on l'avait vraiment quitté en 2020 au top de sa forme. Juste petite parenthèse, hein, avec son Masters à Paris et le Masters de fin d'année, il a vraiment été impressionnant. Donc je pense très clairement qu'il va surfer sur cette confiance gagnée lors de sa fin de saison 2020. Je pense que voilà, il a dû bien se préparer. Je pense qu'il est prêt mentalement. Et oui, Medvedev, clairement, qui pour moi, en tout cas, est le favori aussi. Aymeric, est-ce que tu suis nos avis concernant le favori du tableau masculin, ou peut-être tu en as un autre? Ben, je vais vous rejoindre sur Daniil que je trouve impressionnant de manière générale, qui est sur une vague de confiance au maximum qu'elle pourrait être. Il a tout du vainqueur de Grand Chelem, je pense. Grégoire en a parlé de ses qualités, aussi sa capacité d'adaptation tactique. Il a tout pour moi. Je pense que c'est son année. Et, et je perds mes mots. Il a un tableau qui va lui permettre de monter en puissance progressivement. Il pourrait affronter successivement. Alors, il a Pospisil au premier tour, Pospisil, potentiellement Carballes Baena, Krajinovic, Coric Andrade, beaucoup d'adversaires qui vont le faire travailler à l'échange, qui vont pouvoir lui permettre de monter en puissance. Pour moi, il a un très bon tableau et je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse l'emporter. Donc, je suis d'accord avec vous. Ouais, et puis tout simplement pas oublier aussi qu'il va terminer l'année sur un titre au Masters 1000 de Quand même. C'est Paris-Bercy ça. et sur un titre au Masters, en Après, battant c'est notamment tournoi. des adversaires comme Alexander Zverev, comme Rafael Nadal, comme Novak Djokovic et comme Dominic Thiem. Donc c'est vrai qu'il y a pire comme CV, on va dire. Oui, Après, c'est clair. ces tournois ont quand même réputation d'être chat noir hein, pour la saison suivante. Hein. On pense à. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que je te rejoins sur tout ce sur tout ce que tu as dit. Sur son tableau, sur sa capacité à s'adapter tactiquement. C'est vrai que c'est un point très important et qui le différencie bon, pas des meilleurs parce qu'en soi, ils sont tous capables de le faire, mais en tout cas du reste du monde, comme on tendrait à les appeler. C'est vrai qu'il y a sa qualité de retour aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est assez impressionnante. Et c'est ce qui pourrait notamment faire la différence en finale contre un Dominic Thiem ou un Novak Djokovic. Alors, donc Medvedev, qui est notre favori, j'aimerais qu'on revienne, si vous le voulez bien, sur le cas Rafael Nadal,
puisque du coup, c'est le seul qu'on n'a pas vu jouer cette semaine. Donc l'Espagnol est blessé, diminué, ou alors peut-être c'est juste un forfait, ou alors voilà, c'est juste préventif. Mais est-ce que c'est pas inquiétant justement pour Rafael Nadal de commencer cet Open d'Australie sans avoir joué de match, sachant que à l'inverse tous les autres favoris, eux, ont pu se tester, ont pu monter en puissance au fur et à mesure de l'ATP Cup, ce qui n'est pas le cas du coup de l'Espagnol. Donc est-ce que Grégoire, selon toi, il faut être inquiet pour Rafael Nadal? Pour moi, pas du tout. Il a joué un match exhibition à Adélaïde contre Dominic Thiem où il a ressenti aucune gêne et où il a été très bon d'ailleurs, hein, très agressif, très bon dans les moments importants, il a très bien servi. On a vu des vidéos de lui à l'entraînement sur la road lever avec des joueurs comme Alcaraz notamment. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à un joueur qui a encore une fois performé cette semaine en battant David Goffin et qui sera à suivre à l'Open d'Australie, même s'il a un premier tour compliqué. Donc non, pas d'inquiétude particulière à avoir pour Rafa pour moi, si ce n'est que c'est l'Open d'Australie et qu'on sait qu'il a des souvenirs qui sont souvent douloureux à l'Open d'Australie. Je pense à sa finale face à Djokovic en 2012, à celle face à Roger en 2017, ou même face au quart de finale de l'an dernier face à Dominic Thiem. Bon, j'exclus la finale 2019 ou 2018, je sais plus, contre Novak Djokovic qui s'était pas très bien passé. Pour Pas le du tout coup, même. vraiment pas bien du tout. Mais voilà, sinon, je trouve que Rafael Nadal, après encore une fois, ça reste des suppositions par rapport à ce qu'on a pu voir en exhibition à l'entraînement, mais a l'air d'être bien. Je pense que son forfait à la ATP Cup résulte plus du fait qu'il connaît désormais encore mieux son corps qu'avant et parfois il a voulu peut-être, lorsqu'il jouait pour sa nation, un peu trop charger la mule, ce qui lui a porté préjudice ensuite lors de ses prestations individuelles. Mais non, globalement, pas d'inquiétude à avoir pour Rafa. J'attends de voir à quel niveau il sera face aux meilleurs. Mais voilà, je le vois pas sortir avant les quarts de finale en tout cas. D'accord, eh bien, parfait. Au niveau des Français, alors on va un petit peu parler des choses qui fâchent, parce que du coup, on a vu que Gaël Monfils son niveau de jeu n'était pas bien rassurant. Benoît Paire, moi personnellement, Benoît Paire, il sort au premier tour parce que vu, vu son niveau de forme, honnêtement, je vois pas trop ce qu'on peut espérer de lui. Donc au niveau des Français, c'est un peu compliqué. Alors je pense qu'il y en a peut-être un qui peut passer quelques tours, quoique il a quand même pas un tableau facile, c'est Hugo Humbert. Et Emeric, en tant que Mosellan, et donc compatriote de ce cher Hugo, est-ce que tu penses qu'il a les clés de passer, allez, peut-être 2, voire 3 tours, sachant que enfin 2 tours du coup, parce que sachant qu'il serait potentiellement opposé à Dominic Thiem au 3e tour. Bien sachant que même au deuxième tour, il peut affronter Nick Kyrgios. Oui, J'ai oui. quand même du mal à être optimiste pour Hugo parce qu'il a, tu l'as dit, il a quand même un tableau très compliqué. En plus, Nick sera est devant son public, donc je le vois pas sortir prématurément. Honnêtement, je vois pas mieux qu'un deuxième tour pour Hugo, très honnêtement. Ça va vraiment être très compliqué, c'est un tableau, c'est genre de... Surtout quand on voit sa prestation de la semaine dernière, je crois qu'il perd Uchiyama. Oui. C'est clairement pas une bonne performance avant l'Open d'Australie. Après, c'est un Ces match de dernières... reprise aussi pour lui, hein. Oui, oui, c'est vrai, C'est ce c'est qu'il vrai, faut c'est vrai. dire. Mais c'est vrai que même ses dernières prestations au Grand Chelem n'ont pas été très convaincantes. Alors après, oui, c'est vrai que c'était sur une autre surface, mais à Roland-Garros, il perd d'entrée sur un Australien. Je crois que c'était Paul Mans, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, c'est vrai que bien sûr qu'il y a tous les espoirs qui sont placés en Hugo, mais il faut rester mesuré. Et Gaël Monfils, selon toi, est-ce que il peut se reprendre là pour ce début de tournoi, ou ça va être compliqué? Gaël, mon fils? Oui, Gaël Monfils, oui. Bah, ça sera un peu un qui tout pour moi. C'est soit il passe son premier tour contre Russo Ovori, soit, soit il passe son premier tour sur Russo Ovori et à ce moment-là, je le vois potentiellement en deuxième semaine face à Zverev. Soit bah, ce sera la tuile d'entrée hein, pour Gaël. Faut voir dans quelle disposition, surtout mentale, il se présente. Oui, c'est ça, on est d'accord.
Ouais, en tout cas, bon, voilà, c'est pas un tirage facile pour les Français. En plus, bon, bah, voilà, ils sont pas dans leur meilleure forme. Richard Gasquet a dû faire forfait également. Du côté des autres Français, donc on a Corentin Moutet qui a un premier tour contre John Millman, donc pas évident. Ça sera ensuite Milos Raonic s'il y passe. On a bah, Chardy et Chardy Djokovic, hein. Donc bon, bah là clairement, pauvre Jérémy qui fait demi-finale cette semaine, mais qui se retrouve au premier tour contre Djoko, bah c'est pas de chance. Donc c'est pas vraiment pas des tirages faciles pour les Français. C'est un peu malheureux parce qu'on aimerait bien les voir revenir sur le devant de la scène, mais on sent quand même que c'est assez faible, donc c'est assez regrettable. On va passer au tableau féminin. Et bon, bah là, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué à pronostiquer comme à chaque fois. Peut-être même encore un peu plus compliqué que d'habitude, compte tenu des conditions de tournoi. Excusez-moi. Du coup, chez les filles, qui va succéder à Sofia Kenin? Alors, pour moi, très clairement, l'américaine ne fait pas du tout un bon début de saison, donc je pense que ça va être très compliqué pour elle de garder son titre. Donc il y en a plusieurs hein, qui peuvent prétendre pardon, très clairement au titre. Je pense notamment à Naomi Osaka, à Ashley Barty, à Victoria Azarenka, Simona Alep et Garbine Muguruza. Donc on en a parlé tout à l'heure. Grégoire, du coup, quel est ton pronostic sur le tableau féminin? Alors évidemment, ça va être toujours un peu plus compliqué que le tableau masculin, mais je vois potentiellement une surprise en Petra Kvitova. On en parlait hors antenne, mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément un tableau qui est simple, mais déjà je la vois disposer d'un huitième de finale plus facile que ses concurrentes, puisque selon moi, Pironkova sera en huitième de finale dans la partie tableau de Bianca Andreescu, puisque Pironkova viendra à bout d'Andreescu au deuxième tour. Voilà, c'est mon petit pronostic. On parlera de Bianca après, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais voilà, je vois Kvitova donc du coup en quart de finale. Là, c'est peut-être la seule incertitude de mon tableau entre Muguruza et Osaka. Je pense que c'est un point très important parce que c'est pour moi la vainqueur de cette Open d'Australie se trouve dans ce quart de tableau-là, entre Kvitova, Osaka et Muguruza. Je pense que celle qui réussira à arriver en demi-finale dans cette partie de tableau ira au bout derrière. Parce que Simona Alep nous a clairement pas rassurés, parce que Serena Williams, physiquement, c'est toujours compliqué, parce que Barty n'a pas joué depuis un an et je pense perdra contre Elise Mertens en quart de finale. Et puis parce que tout simplement, le reste, sur tout le panel restant de joueuses qui pourraient potentiellement aller au bout, je ne vois pas une joueuse qui sort du lot. Une Victoria Azarenka est toujours solide en Grand Chelem, mais sa semaine ne m'a pas vraiment rassuré. Je l'ai trouvée vraiment empruntée physiquement, même si elle a réussi à venir à bout de Putintseva. En plus, elle fait partie des joueuses, il me semble, qui n'a pas pu s'entraîner pendant 2 semaines. Donc ça, je pense que ça va compter aussi. Une Svitolina a toujours du mal à aller loin en Grand Chelem. Pareil pour une Pliskova. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vois une Kvitova, une Osaka ou une Muguruza aller au bout. En tout cas, celle qui réussira à s'extraire de cette partie de tableau-là ira au bout pour moi. Oui, et puis en tout cas, ce sont les joueuses qui nous ont le plus impressionnés cette semaine. Ça irait en tout cas dans la logique des choses. Après, on sait toujours qu'en WTA, il n'y a pas de logique. On va peut-être se retrouver avec une joueuse qualifiée en demi-finale, comme à Roland Garros, on ne sait pas. C'est toujours la petite surprise du chef. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de joueuses qui peuvent prétendre à ce titre. Émeric, pour toi, qui peut remporter ce tournoi? Ben, pour rejoindre Grégoire, les trois dont il a cité dans cette partie tableau, et je rajouterais quand même, je sais pas si je suis objectif ou c'est parce que j'adore Simona, mais pour moi c'est quand même une valeur sûre du circuit et je pense qu'elle sera présente au rendez-vous des quarts, voire des demi-finales. À voir. Je vais pas. On n'a pas parlé de Swiatek, bon, qui a pris une déculottée face à Alexandrova. C'est un peu la donnée inconnue, donc
Donc je ne sais pas trop. Barty, ouais, comme disait Grégoire, elle a pas joué depuis un an, donc ça paraît compliqué. Pliskova, Svitolina, c'est compliqué en Grand Chelem, donc ouais, je pense que je vais rejoindre Grégoire là-dessus. Après, je vais peut-être un peu moins Kvitova. Je suis plus sur une joueuse très très solide comme Osaka ou une joueuse comme Muguruza. D'accord, donc pour toi, pas de prise de risque, Osaka, Muguruza, Pas de celles prise de qui risque. sont... Pas de prise de risque, très bien, mais tu as raison, tu as raison. Eh ben écoutez, moi je fais un petit pari sur Naomi Osaka, voilà, même si elle a un tableau quand même ultra compliqué. J'ai bon espoir en tout cas qu'elle aille au bout de ce tournoi. Bon, évidemment, il y a beaucoup de scénarios hein, qui sont possibles pour ce tableau féminin. J'aurais très bien pu mettre, je sais pas, Muguruza ou Barty. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est toujours un peu compliqué à se projeter. Mais je pense que très clairement, ça va peut-être se jouer entre 5 joueuses. Donc Kvitova, comme Greg nous l'a signalé, ou Osaka, Barty ou Muguruza. En gros, moi, je pense que ça va se jouer entre toutes ces filles-là. Du côté français, alors qu'est-ce qu'on peut dire du côté français? C'est pas plus rassurant que chez les garçons. Alors on a un premier tour choc entre Kristina Mladenovic et Maria Sakkari. Alors Kristina qui est vraiment pas du tout en forme en ce moment. Ça risque d'être compliqué face à la grecque. D'ailleurs, petite précision, Kristina ne jouera pas le double côté de Timea Babos. Voilà. Pour Fiona Ferro. Fiona Ferro qui débute cette saison pas forcément de la meilleure des manières. Donc elle sera opposée à Siniakova. Pas simple comme premier tour. Donc voilà, Fiona Ferro. Donc si elle passe ce premier tour, ça serait potentiellement Rybakina, qu'elle avait battue à Roland-Garros. Et Caroline Garcia, qui a un premier tour, je pense, abordable contre Hercog. Mais par contre, derrière, ça serait éventuellement Naomi Osaka. Voilà, clairement, c'est compliqué pour moi de voir une Française au troisième tour. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes peut-être un petit peu plus optimiste que moi. Grégoire, tu le vois comment ce tournoi là chez les Françaises? Malheureusement, je le vois court. Alors il y en a une, à mon avis, peut-être qui peut aller peut-être un peu plus loin, c'est Alizé Cornet. Fiona Enfin, quand je Ferro dis ou plus Alizé Cornet, loin, ouais. ou Alizé Cornet, ouais. Ouais, bah il faudra battre Sabalenka, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Sabalenka en Grand Chelem, qui peut décevoir aussi. Hein. Oui, et puis il y a Alizé, inversement, qui peut surprendre face aux favorites, qui ont surtout une grosse frappe de balle. Je pense que Alizé peut vraiment s'appuyer sur ça. Et voilà, par contre, il faudra vraiment être très constante et très solide sur ses engagements. Oui, très clairement. Donc voilà, c'est pas un tableau non plus très facile pour les Françaises. Bon bah moi forcément j'ai un petit regret pour Caroline Garcia que je trouve plutôt en forme. Je trouve qu'elle joue beaucoup mieux que l'année dernière. Et malheureusement bah voilà, elle tombe sur Osaka au deuxième tour. Si bien sûr elle remporte son premier match. C'est pas de chance, voilà, parce que du coup, ça fait une défaite prématurée, alors que, évidemment, nos Françaises, on a envie de les voir performer, mais voilà, c'est comme chez les garçons, c'est compliqué. Aymeric, un dernier mot sur le tableau féminin, sur les Françaises, avant qu'on passe à notre petit débat? Ben, je pense que vous avez à peu près tout dit. Fiona dispose d'un tableau très difficile, tout comme Caro. Fiona, elle avait rien que Rybakina au deuxième tour, c'est très compliqué. Swiatek au troisième. Ouais, je pense pas que cet Open d'Australie 2021 sera un grand cru pour nos Françaises et je vois pas vraiment de surprise pour la victoire finale. Donc, je te laisse annoncer la suite. Très bien, parfait. Et bien écoutez, on va rester sur le tennis féminin. On va un petit peu parler de Bianca Andreescu. Alors c'est une joueuse que l'on apprécie beaucoup au sein de la rédaction tennis de WeSport. Donc la Canadienne qui va faire son grand retour à la compétition. Elle n'avait pas joué depuis le Masters 2019, donc ça fait plus de 15 mois qu'on ne l'a pas vue sur le circuit.
Alors, gros point d'interrogation, hein, vraiment pour ce retour de la Canadienne. Je pense très personnellement que ça va être qui tout double. On ne sait pas trop dans quel état de forme elle est, comment on va la retrouver. Mais en tout cas, c'est une joueuse qu'on a vraiment hâte de revoir. Voilà. Après, que peut-on vraiment attendre de Bianca durant cet Open d'Australie? Grande question. Grégoire, je sais pas si tu veux nous donner un élément de réponse. Comment tu sens ce retour d'Andreescu? Bah, moi, je l'ai dit juste avant, du coup, pourtant, c'est une joueuse que j'adore. Vraiment, c'est l'une, si ce n'est ma joueuse préférée. Maintenant, c'est vrai que ça me semble quand même compliqué. Alors oui, des joueuses comme Barty ont eu des absences qui étaient très longues, mais elles ne se sont pas pour autant arrêtées de jouer au tennis, j'imagine. Là où Inan Andreescu, après son titre à l'US Open, a été très vite éloignée des cours. Elle a de multiples reprises repoussé l'échéance de son retour. Mais c'est vrai que ça semble quand même compliqué, d'autant plus que c'est une joueuse au style de jeu très particulier qui a besoin d'énormément de rythme pour bien se sentir et pour sentir son tennis. Donc c'est vrai que parce qu'une joueuse comme Pliskova ou une joueuse comme Sabalenka, elles ont des coups forts. Le service, la première balle de service, le coup droit, elles ont des grosses qualités qui peuvent leur permettre, même quand elles sont un peu moins bien physiquement, d'avoir des points un peu plus facilement, qui peut leur permettre de passer outre certains jours sans. Andreescu, ça me semble beaucoup plus compliqué de masquer certaines carences des jours où elle se sent moins bien. Après, c'est une joueuse qui, quand elle est à son meilleur niveau, a énormément d'atouts et d'armes pour bousculer même les meilleurs et aller au bout de gros tournois. Elle l'a déjà prouvé. Mais c'est vrai que comme ça, dans un contexte de reprise, je pense que ce soit elle ou ses coachs insisteront plus sur un objectif de processus tennistique pour qu'elle retourne à ce meilleur niveau et qu'elle puisse aspirer à de grands résultats dans les semaines ou mois à venir. Mais c'est vrai que pour moi, viser tout de suite un objectif de résultat sur cet Open d'Australie serait une erreur et ça lui rendrait pas forcément service. D'autant plus que ça me semble compliqué pour elle de faire deuxième semaine. Oui, et puis en plus, elle devait jouer cette semaine, mais elle a finalement déclaré forfait. Ne se Bon, ça, c'est de la sent... précaution pour le coup. Je Oui, pense voilà, vraiment que c'était parce qu'elle c'est avait ça besoin de vraiment plus par précaution, d'entraînement, ouais. il n'y a pas d'inquiétude. Ouais, mais du coup, voilà, on n'a vraiment aucun repère sur elle, donc c'est pas évident Voilà, ça fait quand même longtemps, ça fait 15 mois. En plus, elle n'a pas connu le circuit sous l'ère Covid. Alors bon, là, elle a quand même effectué sa quarantaine, mais ça peut jouer aussi, puisque bah, malgré tout, les autres joueuses, elles, ont quand même fait une partie de la saison 2020 avec tous les protocoles sanitaires. Et je pense que voilà, c'est quand même pas négligeable, c'est une pression, enfin peut-être pas une pression, mais c'est moralement ça peut être éprouvant. Elle arrive vraiment en cours de route après une saison blanche, donc ça voilà, ça peut jouer aussi, je pense. Aymeric, toi comment tu vois son retour à Andreescu? Déjà, je voulais parler avant de rejoindre Grégoire sur ce qu'il disait, parce que oui, pour moi aussi, espérer un résultat sur ce tournoi n'est pas vraiment c'est un peu hors propos, mais le seul espoir, pour moi, le petit espoir qu'on peut avoir, c'est peut-être le tableau qui est assez clément pour le coup. Elle affronte une lucky loseuse au premier tour avant une potentielle qualifiée, puis Ronkova au deuxième. Au troisième, ça se corsera forcément avec une joueuse, genre Kian Wang peut-être, ou Venus Williams, ou Sarah Irani, du plus solide déjà. Donc, est-ce qu'elle peut passer 3-4 tours? Peut-être. Aller plus loin dès qu'elle risque d'affronter une Petra Kvitova, ça me paraît compliqué. Donc, je suis pas très optimiste après. Gagner un match, deux matchs, ouais. Mais sinon, je rejoins Grégoire sur tout ce qu'il a dit. Ouais, c'est sûr que viser la victoire finale, c'est quand même, je pense, peut-être un peu trop gros. Surtout qu'il y a quand même pas mal de joueuses qui sont largement devant elle, je pense, en termes de forme. Voilà, en tout cas, si elle arrive à faire, je pense, ne serait-ce peut-être qu'une demi-finale, ça serait quand même une énorme performance. Je pense, Colossal. ouais, je pense qu'on en est clairement pas là.
En tout cas, évidemment, on va suivre ça avec très grande attention parce que c'est une joueuse qui est vraiment plaisante à voir sur un court de tennis. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant que l'on clôture, excusez-moi, cette émission. Non, pas Non, particulièrement. bah, allez les Bleus de ce qu'on peut en dire et en espérer. Et allez, Après, je chapeau. pense que c'est vrai que bon, allez Rafa et allez Caro pour Charlotte, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'on va avoir un Open d'Australie riche en enseignements en tout cas, et qui va immédiatement donner le ton de cette saison et peut-être enfin nous faire oublier ce quotidien morose. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, en espérant évidemment que le Covid ne s'invite pas dans la partie, parce que bah, on l'a vu Oui, on la n'en a pas semaine, parlé, ouais. voilà, on l'a vu, hein, on n'en a pas parlé, mais c'était très tendu. Il y a eu Il donc manquerait plus que ça. un jour sans match, puisqu'il y a eu un cas positif parmi un des membres du personnel d'un des hôtels qui accueillent les joueurs. Donc voilà, on va vraiment espérer que tout se passe bien. Je pense que c'est le principal. Voilà, j'ai juste envie de dire que on a envie de profiter. Il y a du public, il va y avoir de l'ambiance, et ça, je pense très honnêtement, ça va faire du bien à tout le monde. On en a besoin. On vit pas une période facile, et le sport est un excellent moyen de se changer les idées. Eh ben écoutez, messieurs, merci à vous pour cette émission. Et puis, du coup, on se Merci à toi. retrouve très bientôt dans Time Break. Et en attendant, eh ben, tout l'Open d'Australie sera à suivre sur wisportfr.com. Très bonne soirée ou bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette émission. À bientôt!